Donc, on est déjà 36 participants, c'est super. Donc, je pense qu'on va pas commencer. Je voulais juste vous souhaiter bonjour et bienvenue à tous dans notre salle virtuelle pour l'Éduc-Conservation. On est très heureux que vous soyez parmi nous aujourd'hui à ces rendez-vous mensuels offerts par le réseau de milieux naturels protégés. Avant de présenter notre conférencière de la journée, comme vous pouvez le voir, vos micros ils sont fermés. Puis vous ne pouvez pas ouvrir vos caméras non plus. On va vraiment limiter les interférences. Donc, si vous avez des questions, dans le panneau de configuration, il y a une section qui s'appelle questions. Donc, vous allez vraiment pouvoir rédiger vos questions là, les envoyer. Et moi, à la fin, je vais m'occuper de poser des questions à la conférencière pour le temps qui va nous rester. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Sylvie Goveil qui va nous présenter la situation des loups du Parc national du Mont-Tremblant et de la région. Malheureusement, vous allez voir que Sylvie ne pourra pas mettre sa webcam. On a fait beaucoup d'essais avec elle, avec aussi le responsable des IT, de la CPAC, puis vraiment, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas. Mais elle a super beau PowerPoint, elle est super dynamique, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ça. Sinon, rapidement, Sylvie, en fait, elle travaille depuis 24 ans comme garde naturaliste au Parc national du Mont-Tremblant. Elle est née à Montréal. Elle a quitté la grande ville à 17 ans pour aller faire ses études postsecondaires à Bécomo. Elle a complété un DEC en technique d'aménagement synégétique et halieutique. Après avoir terminé ses études, elle est venue vivre dans la belle région de Lanaudière à Saint-Laurent. Voilà maintenant 34 ans qu'elle découvre ce bel environnement. Il y a une grande curiosité et ne cesse de s'étonner devant la beauté, la diversité et l'ingéniosité de la vie qui nous entoure. Son rôle avec la CEPAC est de concevoir et d'animer des activités d'éducation à la conservation et de découverte du milieu naturel. Elle croit qu'il est bon de se rappeler que nous faisons partie de la nature et que nous en sommes dépendants. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Donc, Sylvie, je vais te donner le contrôle et tu vas pouvoir nous partager ta présentation. Est-ce que ça va bien? Bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça fonctionne très bien. Excellent. Alors, bonjour à tous. Bien, aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet à la fois fascinant et mystérieux, le loup. C'est une espèce clé essentielle à l'équilibre des écosystèmes forestiers du parc et de la région. Et pourtant, il semble que sa survie à long terme ne soit pas assurée. Et en effet, plusieurs menaces pèsent sur l'espèce et c'est pourquoi je viens vous en parler aujourd'hui. D'abord, petite mise en contexte, portrait rapide du territoire, le Parc national du Mont-Tremblant, qui se situe à environ 1h30 de la grande agglomération montréalaise. Un plus grand territoire protégé au sud du Québec. Quand on dit au sud, on parle au sud du 49e parallèle, d'une superficie de 1510 km² et le premier aussi à avoir été créé au Québec en 1895. On va fêter notre 128e anniversaire cette année. Alors, territoire caractéristique de notre province naturelle, les Laurentides méridionales, donc de beaux reliefs avec les collines des Laurentides, la belle chaîne de montagnes, des sommets assez élevés au sud du territoire qui se différencient même de la moyenne générale, donc des sommets de 6, 7, 800 mètres d'altitude avec le Mont-Tremblant, le massif qui culmine à 900 mètres d'altitude. Les habitats caractéristiques de notre région naturelle, bien sûr, des forêts, donc 94% du territoire est forestier. Les autres habitats sont aquatiques, alors des forêts d'érable, l'érable à sucre, bouleau jaune, accompagné beaucoup de sapins. Des forêts aussi qui se différencient lorsqu'on s'élève en altitude, à plus de 600 mètres d'altitude.
On va avoir des sapinières à bouleaux jaunes, même au sommet du Mont-Tremblant, sapinières à bouleaux blancs, donc des habitats beaucoup plus boréaux, ce qui amène une bonne diversité aussi. Et au niveau des habitats aquatiques, bien, c'est 400 lacs, 6 rivières, 2 rivières limitrophes également. Donc, une belle diversité d'habitats et une belle diversité faunique aussi. On estime qu'il y a environ 40 espèces de mammifères. On a recensé jusqu'à maintenant, on a observé environ 200 espèces d'oiseaux, 14 amphibiens, 6 espèces de reptiles et une trentaine d'espèces de poissons. Il y a 3 accès principaux, 2 dans le secteur de Lanaudière, Saint-Donat et Saint-Côme, un dans le secteur des Laurentides, qui est par le village du Lac-Supérieur. Donc, on a un secteur qu'on appelle La Diable. Il y a 2 autres entrées secondaires par Saint-Michel-des-Saints et par La Belle. Le parc national du Mont-Tremblant, comme les autres parcs nationaux du Québec, sont encadrés par la loi. Les activités qu'on peut y faire sont encadrées par la loi sur les parcs. Donc, et le but, l'objectif principal est la conservation, la protection du territoire. Alors, des choses qu'on ne peut pas faire, coupe forestière, bien sûr, on protège tous les habitats, chasse et piégeage interdits aussi. Les bateaux à moteur, les embarcations personnelles également, toute autre activité aussi minière ou hydroélectrique sont interdites sur le territoire. Et le deuxième mandat des parcs nationaux, c'est aussi de préserver l'accessibilité au plus grand nombre. Donc, plusieurs activités peuvent être pratiquées sur le territoire en autant que l'impact soit minime sur le milieu. Donc, des hébergements, petits chalets, refuges. Le camping reste quand même l'hébergement le plus populaire, avec tout près de 900 sites de camping. Ensuite, plusieurs activités, donc randonnée, kayak, canot, hiver, ski de fond, raquettes, randonnée pédestre, vélo l'été, des beaux paysages à observer. Et bien sûr, sur ce magnifique territoire, plusieurs meutes de loups peuvent y survivre. Et on en a fait notre animal emblème parce qu'on trouve qu'il représente bien le vaste territoire sauvage avec une abondance de proies. Et c'est ce que les meutes ont besoin pour leur survie. Alors, à propos des loups, il y a encore beaucoup de mythes qui subsistent. Aujourd'hui, les recherches et les études tendent à, heureusement, mettre ça de côté, mais quand même, nous, on a fait une enquête sous forme de sondage auprès des citoyens, les visiteurs du parc, mais aussi beaucoup de citoyens en périphérie du territoire. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'il y a encore beaucoup de croyances, malgré tout, qui subsistent aujourd'hui. Par exemple, quand on regarde aujourd'hui une photo comme celle-ci, qui est vraiment magnifique, qui fait ressortir en nous des sentiments de tendresse, d'amour maternel, tout ça, des bons sentiments. Mais par le passé, c'est loin d'être des bons sentiments qu'on avait envers les loups. Au contraire, c'était plutôt la haine qu'on cultivait de ce grand prédateur. On disait qu'il était très cruel, dangereux, qu'il s'attaquait aux animaux d'élevage, au gibier des chasseurs, qu'il fallait vraiment l'éliminer. Le gouvernement du Canada, là, de 1792 à 1973, avait un programme de contrôle d'éradication des loups et il donnait des récompenses en échange d'une paire d'oreilles, une tête de loup ou une fourrure. Je vais vous montrer une moins belle image, celle-ci, mais quand même qui reflète l'époque. À Sainte-Agathe-des-Monts, pas très loin du parc. Et même au parc du Mont-Tremblant en 1961, la Bacagnole, c'est un camping qui existe encore dans le parc. Et puis, on était fiers, on exposait donc notre récolte. Tous les moyens étaient bons, l'enfumage des tanières, l'abattage à vue par la voie aérienne, par les voies terrestres. L'empoisonnement était très utilisé également. Alors évidemment, l'ère de distribution historique des loups a beaucoup changé. Donc en Amérique du Nord, il a disparu de la majorité de son aire de répartition. Il a disparu entre autres du Mexique. On voit en rouge, c'est son aire historique. Disparu du Mexique, de 48 États aux États-Unis.
Il a subsisté une petite population naturelle, surtout dans les États près des Grands Lacs, là, au Minnesota, entre autres, puis en Alaska, bien sûr. Au Canada, il a perdu 1/5 de son aire de répartition historique. Puis on voit qu'au Québec, le sud là, du Saint-Laurent, vraiment, les loups ont disparu de cet habitat-là. Toute la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, l'Estrie également. On voit des petites taches vertes parfois, là, mais c'est parce que c'est des loups qui sont revenus de façon naturelle par le Canada ou qui ont été réintroduits. Donc, on lui faisait donc la guerre des systèmes de contrôle, puis aussi, autre chose qui a nuit énormément à la population des loups en Amérique du Nord, ben, on éliminait leur habitat. On coupait les forêts, on modifiait leur niche écologique. Alors, ce qui a sauvé les loups de l'extermination totale, ben, en fait, c'est la science, c'est les recherches. On s'est mis à mieux connaître les loups, faire des études scientifiques, surtout à la fin des années 60. On voit ici un monsieur qui a contribué énormément aux connaissances modernes qu'on a sur les loups. C'est David Mech, M-E-C-H, qui est un des premiers à travailler sur les loups en Amérique du Nord, aux États-Unis. Qui était professeur à l'Université du Minnesota, qui a publié environ 300 articles scientifiques, une dizaine de livres. Et puis, ce qui a amené d'intéressant aussi, c'est que c'est un des premiers, sinon le premier, à avoir travaillé sur les loups à l'état sauvage. Alors, avant cette époque, on avait étudié les loups dans les conditions de captivité, puis ça ne reflétait pas tellement bien toujours le comportement des loups, entre autres sur les liens sociaux qu'il y avait entre eux. Puis Mitch est venu préciser ces liens-là d'ailleurs. Des outils, pourquoi on connaît mieux les loups aujourd'hui? C'est grâce aussi à des outils technologiques qui nous ont énormément aidés, les colliers émetteurs, les caméras qui se déclenchent automatiquement. Parce qu'avant ça, le loup c'était un animal très difficile à étudier. Dès qu'on l'approchait, il fuyait, puis il devenait comme un peu invisible dans le milieu naturel. Donc, dans le fond, on en a appris plus les 60 dernières années qu'on n'en avait jamais su auparavant. Alors, avec de meilleures connaissances, mais on était plus en mesure aussi de mieux les connaître, puis connaître leur rôle important dans le milieu naturel, puis mieux les protéger. Alors aujourd'hui, on sait que les meutes de loups, ben, c'est une famille. Alors, c'est constitué des parents, les deux loups dominants, c'est le père et la mère. Ensuite, il y a les louveteaux de l'année, les sous-adultes des années précédentes, les adultes parfois qui restent avec la meute et parfois des individus d'autres meutes qui sont adoptés, mais généralement, il y a des oncles et des tantes aussi parfois. Donc, c'est vraiment une cellule familiale. Les liens sociaux, oui, il y a une certaine hiérarchie, mais c'est plus déterminé. Oui, il y a la position de chacun. Là, les grands frères, grandes sœurs ont priorité, les plus petits attendent un peu, etc. Puis les parents, ben, de par leur position, c'est plus une autorité parentale naturelle qui vont leur donner leur pouvoir, en fait, sur la meute. Donc, ils vont prendre certaines décisions plus importantes aussi, puis veiller au bon fonctionnement de la meute en général. En général, les meutes dans notre région, c'est entre 2 et 10 loups par meute. Pour une moyenne d'à peu près 6-7 loups. Il peut y avoir des plus grandes meutes aussi. On a déjà vu dans le secteur Pembina, près du village de Saint-Donat, une meute de 12 loups en hiver. Une autre fois aussi dans le secteur de la Diable, près du lac Poisson, une meute de plus d'une quinzaine de loups. Mais généralement, c'est plus modeste, c'est plus petit. Alors, c'est très rare quand même qu'on voit des loups dans le parc, même si on sait qu'ils sont bel et bien présents. Et on le sait parce qu'on voit régulièrement des signes de présence. Alors, les signes de présence qu'on aperçoit assez souvent, ça va être les traces, les empreintes dans un sol. Quand le sol est un peu humide, par exemple, les petites plages des sables, des endroits aussi où ça va être vraiment propice à recevoir des belles pistes. Ça va être près des étangs de castor, hein, où le sol est souvent un peu humide et mou. Ça laisse des belles empreintes.
Une empreinte de loup, ben, c'est dans la famille des canidés, donc ça va ressembler à une trace de chien, si vous en avez déjà vu. Donc, il y a 4 orteils. On va voir souvent les griffes aussi, parce qu'ils n'ont pas les griffes rétractables comme les félins. Des gros coussinets plantaires chez les loups, parce qu'ils doivent vraiment se déplacer sur la neige. Alors ça va les aider. Puis la piste est quand même assez large et grande. Pour un adulte, ça peut être jusqu'à 10 cm. Voilà. Ensuite, un autre signe de présence vraiment qu'on voit parfois dans le parc, ça va être des excréments, des crottins de loups. Pourquoi on peut les voir souvent? Bien, ils sont mis en évidence sur le milieu de nos chemins parce que souvent les loups vont emprunter nos sentiers, nos routes secondaires, quand on n'est pas là, bien sûr, en se déplaçant la nuit. Et ils les laissent dans un milieu de façon bien évidente pour que ce soit un symbole visible pour marquer leur territoire aussi. Comment on reconnaît les excréments de loup? Ben, c'est quand même assez gros parce que c'est un gros animal, mais il va y avoir aussi beaucoup de poils, parfois des morceaux d'os à l'intérieur. Comme il est carnivore, il va avaler donc les poils de ses proies, puis ça va sortir dans ses excréments. Donc ça, c'est un bon signe. Les individus qui vont marquer le territoire, ça va être les parents, les loups dominants de la meute. Ils vont normalement faire des marquages à la frontière de leur territoire pour laisser le message aux autres loups, aux autres meutes qui sont chez eux et de ne pas dépasser cette frontière. Comme ça évite les confrontations. Et comme ça, les loups n'ont pas d'énergie à perdre là-dessus. Comment, chez les canidés, chez les loups, contrairement aux autres canidés, ils vont faire un double marquage, c'est-à-dire que si la femelle, par exemple, laisse un excrément, le mâle va uriner par-dessus ou à côté. Si le loup urine, la femelle peut uriner à côté. Alors comme ça laisse un message aussi aux autres meutes que les loups sont doublement plus forts, parce qu'ils sont 2. Puis aussi, c'est un couple reproducteur. Donc, s'il y a un loup célibataire qui passe dans le coin, ben, il y aurait peu de chances que ça fonctionne. Il y a des périodes importantes dans la biologie et l'écologie des loups. La première, ben, ça débute avec la période, la saison des amours, qui est très bientôt, en février. Alors, ensuite, la gestation dure environ 2 mois et les petits vont naître vers le mois d'avril, dans la mi-avril, dans les tanières. Les tanières, ça va être un endroit creusé, soit dans un petit talus, un petit buton. Ça prend un sol quand même un peu meuble, mais qui a assez de cohésion pour que ça tienne bien. Des fois, ça peut être aussi dans des anciennes huttes de castors. On a remarqué, on a caractérisé ça dans le parc du Mont-Tremblant. Parfois aussi, ça peut être une vieille souche d'arbre ou les vieilles racines d'un gros arbre. Ça peut être tout simplement un trou creusé là-dedans. C'est toujours près de l'eau pour aider probablement la femelle lors de la lactation pour pas qu'elle s'éloigne trop. Et les petits louveteaux qui vont naître, ça peut être variable le nombre, en moyenne à peu près 4-5 louveteaux par portée, mais ça peut être variable. Ensuite, quand les petits louveteaux commencent à être très actifs, là, vers l'âge, ça peut être quelques semaines plus tard, peut-être vers l'âge maximum de 2 mois, là, les loups vont transporter les louveteaux, vont les amener vers un autre lieu parce qu'ils veulent garder le caractère quand même secret de ces lieux-là. Parce que souvent, ils vont revenir à la même tanière l'année suivante, à moins qu'il y ait vraiment une grande disponibilité de lieux propices dans leur habitat, là. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais sinon, ils peuvent revenir au même lieu puis ils ne veulent pas trop attirer l'attention. Donc ensuite, de juillet, pendant tout l'été, en fait, les louveteaux vont rester sur des sites de rendez-vous. C'est des lieux dégagés, un peu comme on voit ici sur l'image, près de l'eau. Puis ça peut changer au cours de la saison, là. Souvent, ça va correspondre à l'endroit où la meute va avoir abattu une grosse proie. Alors là, ils peuvent rester là une dizaine de jours, ensuite changer de place.
vont rester avec un loup ou une louve là, de la meute qui vont les surveiller. Vous allez voir ici une petite vidéo, je pense qu'il est peut-être un peu saccadé. Je vais passer un peu rapidement dessus. Mais si vous voulez le voir, la vidéo, vous pouvez aller sur un site Internet ou la page Facebook de Voyageurs Wolf Project. C'est un parc national des voyageurs au Minnesota. Puis ils étudient des meutes de loups là-bas qui ressemblent beaucoup à nos loups de la région. Et puis, il y a plusieurs loups marqués de collier émetteur qui ont des très, très belles images et vidéos, des bonnes informations. Ensuite vient la période nomade, quand les louveteaux sont assez gros pour pouvoir suivre la meute. Presque, des fois, ça peut être jusqu'à 80% de la grosseur des adultes vers le mois d'octobre. Là, c'est la période nomade qui débute. Donc, les loups ne sont pas obligés de revenir à un point de rassemblement comme pendant tout l'été, lorsqu'ils prennent soin des louveteaux et tout ça. Là, toute la meute se suit jusqu'à la prochaine période des tanières, puis ils vont aller vers leur proie. En passant, les liens dans la meute là, de loups sont vraiment proches, puis c'est pour l'entraide aussi qu'ils sont ensemble. Et quand c'est le temps de prendre soin des louveteaux, là, le nourrissage, que ce soit les apprentissages et tout ça, tous les loups de la meute sont concernés et en prennent soin. Les principales proies des loups du parc et de la région. Alors, ne vous fiez pas trop à cette image, parce que là, on voit un loup avec un lièvre là, dans la gueule. Bien, ce n'est pas ses proies principales, en fait. Alors, c'est sûr que c'est un animal opportuniste. S'il n'y a rien d'autre, ils vont se nourrir, évidemment, de tout ce qu'ils trouvent. Ça veut dire aussi petites proies, lièvres, gélinottes, etc. Mais ça s'apparente un peu plus à une proie de consolation que quelque chose qui va vraiment leur fournir l'énergie dont ils ont besoin. Parce que ce sont de grands prédateurs, donc ils ont besoin de beaucoup d'énergie et c'est plutôt dans de grandes proies qu'ils vont les trouver. Généralement, ça va être chez les cervidés dans notre région. Donc, le cervidé le plus présent, c'est le cerf de Virginie. Alors, à l'année longue, ça va être une proie très importante pour les loups de la région. Le castor, c'est une proie aussi très importante, surtout l'été, parce que l'hiver, comme on sait, les castors sont plutôt dans leur bunker et dans leur hutte. Difficile à rejoindre comme ça, mais parfois ils sortent aussi l'hiver, donc c'est pas impossible, mais c'est plus rare. Alors l'été, quand les castors sortent de leur étang, parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aillent couper des branches pour entretenir leur construction, pour se nourrir. Et puis c'est là que les loups peuvent les attendre en embuscade. Et ça peut constituer une proie assez importante, selon une étude qui a été faite à la réserve faunique Papineau-Labelle. Ça peut aller jusqu'à 44% de leur alimentation. Donc, c'est une proie quand même très importante. Autre proie de moindre importance quand même, l'orignal, qui est aussi présent dans la région. Comme c'est quand même assez gros, ça arrive moins souvent. Autre source d'alimentation, puis parfois on n'y pense pas, mais pendant la saison des petits fruits, par exemple ici, là, vous allez voir sur un petit film les louveteaux et les loups qui se nourrissent de beaucoup de bleuets. Une source de glucides, d'énergie quand même importante. Alors, on dit que les loups ont un rôle écologique essentiel. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, bien, principalement, c'est de réguler les proies. En régulant les proies, les loups vont avoir plusieurs effets sur toute la chaîne alimentaire. Par contre, parfois, on a tendance à exagérer un petit peu là, le rôle de grands prédateurs quand même. C'est des prédateurs efficaces, mais tout de même, la meute aussi va les aider. Parfois, ils peuvent faire des stratégies pour attraper certaines grandes proies.
Mais un cerf de Virginie ou un orignal en bonne santé, on peut dire que c'est très difficile, même s'ils sont en meute, même s'ils sont rapides, même s'ils ont de très bonnes dents, une bonne pression et tout ça. C'est par exemple un cerf de Virginie qui court en bonne santé, va courir sensiblement à la même vitesse ou même plus rapidement qu'un loup. Un orignal avec des sabots immenses va se défendre et le loup peut avoir de blessures graves ou même périr face à un orignal. Donc, on dit qu'il y a beaucoup de tentatives pour peu de réussite, en fait. C'est en moyenne peut-être une fois sur 10 que les loups vont réussir à attraper des proies. Donc, c'est pas tellement les loups, en fait, qui vont choisir les proies, mais bien plus la sélection naturelle qui va décider de l'issue de l'histoire de chasse. Il y a des choses qui vont les avantager, des éléments, des facteurs aussi qui vont les aider dans leur succès de chasse. Alors, par exemple, il est admis que l'âge des individus va jouer un rôle important dans le succès de chasse. Donc, les plus jeunes vont périr en premier et les plus vieux. Autre facteur important qui va énormément influencer le succès de la chasse, c'est l'état de santé. Alors, les malades, les blessés ou les plus faibles vont périr en premier. Un autre facteur très important, ça va être la saison. Alors, évidemment, les conditions hivernales difficiles vont favoriser les loups sur la neige, contrairement aux cerfs de Virginie. Et l'orignal est quand même beaucoup plus tolérant à la hauteur de neige, mais le cerf de Virginie, dans notre région, là, c'est un facteur de contrôle même de loin supérieur à la prédation du loup. Alors, les hivers difficiles, les loups vont bien manger. Par contre, s'il y a des hivers plus doux, avec moins de neige, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile pour les loups. Alors, ça va avoir des effets, toute la prédation, la régulation sur les proies. Ça va favoriser la santé des grands herbivores en éliminant les éléments malades ou plus faibles. Ça va empêcher plus de contamination. En éliminant aussi les éléments plus faibles, ça va faire des générations aussi en meilleure santé, une meilleure génétique, en préservant les animaux les plus forts. Ça va diminuer aussi la pression de broutage sur les végétaux, ce qui va amener une meilleure diversité et abondance aussi de végétaux. On voit ici l'effet que ça peut faire avec un exclos qu'on voit là où les cerfs étaient exclus et là où ils ont brouté sans être contrôlés. Alors, à un moment donné, la régénération ne peut plus se faire. Et non seulement au niveau de l'abondance des végétaux, mais aussi de la diversité, c'est catastrophique. Ça va favoriser aussi la biodiversité en évitant le broutage excessif. Alors, bien sûr, en laissant une strate arbustive et herbacée dans le milieu naturel, il va y avoir plusieurs autres espèces qui vont pouvoir en profiter. Des oiseaux, par exemple, l'ours noir aussi qui a absolument besoin des arbustes à fruits pour constituer ses réserves de graisse pour survivre, entre autres, pendant l'hiver. Un autre effet, ça va favoriser la biodiversité en laissant des carcasses. Quand les animaux tuent une grosse proie, ils vont se gaver, manger le meilleur au début. Puis après ça, parfois, ils vont aller se reposer pendant 1, 2, 3 journées. Ils vont laisser la carcasse libre comme ça, puis plusieurs autres animaux charognards vont venir se nourrir. On voit ici sur cette image un pigargue à tête blanche, corbeau, coyote. Il peut y avoir un paquet d'autres animaux qui vont venir se nourrir, sans compter tous les insectes et autres petits organismes. On dit aussi que quand il y a des meutes de loups qui sont stables, ils vont contrôler les populations de coyotes dans un environnement. C'est un animal qui est un peu en compétition avec le loup, puis donc il le garde à distance et en contrôlant l'expansion du coyote. Puis le coyote, c'est un animal, on dit un mésoprédateur, qui s'attaque plus à des petites proies, comme le lièvre, le gélinote, et qui est un peu en compétition aussi avec le renard, dans un habitat
où il y a plus de coyotes, il y aurait moins de lièvres, de gélinottes et un peu moins de renards. Alors que quand le loup est bien présent, bien stable, en contrôlant le coyote, il pourrait y avoir plus de petites proies, plus de renards aussi. Ça peut laisser la chance aussi à d'autres prédateurs de pouvoir vivre dans l'habitat et se nourrir. Au Parc national, on a fait une étude sur les loups de 2015 à 2018. Le territoire d'étude était, comme on le voit ici sur l'image, le parc et une bande d'environ 15 km autour du territoire, qui comprenait donc une partie de la réserve faunique Rouge-Matawin au nord, puis une portion de la ZEC-Lavigne également. Le but de ce projet d'étude, il y en avait plusieurs. On voulait préciser la relation que les loups entretiennent avec les infrastructures humaines et les visiteurs du parc pour mieux cohabiter. Mieux connaître la génétique des canidés, cartographier leurs domaines vitaux pour mieux comprendre l'utilisation du territoire et de sa périphérie, localiser les tanières et les sites de rendez-vous, deux habitats où le dérangement humain est à proscrire. Alors, comment ça s'est déroulé? D'abord, ça a été fait en collaboration avec le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs, avec aussi l'Université du Québec à Rimouski, une étudiante à la maîtrise, Kimberly Malcolm, et la CEPAC, bien sûr. Ensuite, on voit ici, il y a eu 4 séances de piégeage. Et on voit ici sur l'image, il y a 2 techniciens spécialistes là, du piégeage des grands canidés au gouvernement. Il y a Émilie Dorion aussi, qui est technicienne du milieu naturel au parc. Alors, c'était aussi encadré par, il y avait un certificat de bons soins aux animaux qui avait été étudié par les vétérinaires, biologistes et tout ça, puis il y avait un protocole très strict à suivre. Alors, on posait des pièges non mortels qui pinçaient en fait le bout, la paume de la patte, là, les orteils, là, sans prendre toute la patte là, pour éviter les blessures. On devait visiter les pièges, évidemment, tous les matins pour ne pas laisser l'animal trop longtemps comme ça. Et dans le protocole, c'était indiqué vraiment que ça devait durer toutes les manipulations environ 20 minutes. C'est important que ça ne durait pas longtemps, puis on n'a donné aucun sédatif aux animaux parce que ça peut parfois avoir des conséquences neurologiques ou des fois, s'ils ne sont pas bien réveillés puis ils se retournent dans leur milieu naturel, ça peut être négatif pour eux. Alors, on attachait les pattes, mettait une muselière, on prenait des échantillons de peau, de poils, on mettait aussi étiquette sur l'oreille et puce sous-cutanée au cas où l'étiquette serait abîmée. Et lorsque les canidés, si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, il y a une conférence qui est donnée l'été au parc qui s'appelle Secret de loup, où est-ce qu'on donne beaucoup de détails et beaucoup d'images sur ce projet de recherche. Alors, pour les individus qui faisaient le poids, parce que ça prenait le collier qui pèse, le collier émetteur, alors on voulait leur mettre des colliers émetteurs, bien sûr, ça prenait donc, l'animal, le collier, c'est-à-dire, ne devait pas peser plus de 4% du poids de l'animal. Le collier pèse environ 750 grammes et ils ont été faits par la compagnie Télonique. Et c'est des colliers qui ont été faits exprès pour nos loups de la région qui sont plus petits, en fait, que d'autres projets qui avaient été faits sur le loup gris dans le Nord. Alors, dans notre projet d'étude, on a capturé 21 canidés et dont une femelle qu'on a capturée 2 fois. Et là-dessus, il y en a 11 qui ont été munis d'un collier émetteur. En passant, le collier émetteur était muni d'un système drop-off. Alors, il y avait une date 1 an plus tard qui faisait en sorte que le collier s'ouvre de façon automatique et tombe au sol. Et nous, comme ça, on pouvait le retrouver par la suite. Ça l'évitait de capturer l'animal à nouveau, de le stresser. Si vous voulez en savoir plus aussi sur le projet, vous pouvez aller sur le site Internet qu'on a créé sur les loups qui est hébergé sur le site du Parc du Mont-Tremblant. Alors, qu'est-ce qu'on a appris avec ce suivi télémétrique et aussi les échantillons génétiques? Alors, on savait que les loups avaient un très grand territoire, très grand domaine vital pour leurs besoins. On pensait que le parc, vu que c'était le plus grand territoire protégé au sud du Québec, c'était suffisant, mais non, pas du tout. En fait, on s'est rendu compte que tous les loups du parc sortent du territoire protégé et c'est là qu'ils sont exposés à toutes sortes de menaces.
Donc, ici, d'ailleurs, vous voyez sur ce schéma, vous voyez le parc en noir, les limites du parc, puis il y a 5 couleurs qui représentent 5 loups qu'on a suivis pendant une année avec le collier télémétrique. Alors, 5 domaines vitaux qui ne sont pas nécessairement un territoire protégé, là, parce que le domaine vital peut changer selon les périodes biologiques, selon les saisons également. Alors, juste pour vous montrer à quel point quand même un loup peut parcourir de grandes distances. Alors, le plus petit domaine vital, 227 km², ensuite 722, 983, 2000 et 3000 km² qu'un loup a parcouru dans une année. Alors, clairement, là-dessus, on voit que le territoire du parc est insuffisant même pour bien protéger les meutes de loups. Autre phénomène aussi qui fait que les loups se promènent beaucoup, voyagent énormément, c'est la dispersion. Alors, on dit que les loups dispersent. Et ça arrive assez souvent lorsque les loups deviennent matures pour se reproduire vers l'âge de 2 ans. Alors, souvent, ça va être dans un rayon de 30 km, pas tellement loin dans leur habitat normal, mais parfois, ça peut être beaucoup plus loin. Comme on voit ici un exemple, il y a un loup qui avait un collier émetteur qui a commencé par se déplacer, explorer un peu là, entre novembre et mars. Après ça, au printemps, en avril, il est parti en ligne droite, boum, et puis c'est en allé directement visiter nos amis de Parc Canada dans la Mauricie, au Parc national de la Mauricie. Et ensuite, il a été revu même quelques mois plus tard, ce même loup. Alors, le phénomène de dispersion, et ça, c'est à peu près 200 km. Il y a un autre loup aussi qui a fait environ 200-300 km vers le nord, aussi vers la région de La Tuque. Puis, c'est pas le record connu, là, c'est 2000 km. C'est un loup en Slovénie qui avait été mis un collier émetteur, qui a été retrouvé en Italie, qui avait traversé un fleuve de 280 mètres de large. Donc, en quelques semaines, le loup s'est déplacé comme ça. Ça, c'est super bon pour l'espèce parce que ça l'évite qu'il y ait trop de consanguinité, sauf qu'en même temps, ça peut augmenter les causes de mortalité parce que ça l'expose un jeune loup sans expérience à différents dangers. Il doit traverser des routes, des villages, des zones de chasse, etc. Alors, après notre projet, on a établi que les loups du parc utilisaient environ une bande d'environ 24 km lorsque c'était la période biologique des tanières et des sites de rendez-vous. Ça pouvait aller jusqu'à 28 km en périphérie du parc durant la période nomade. Alors, quand les loups, c'est ça, sortent du territoire protégé, s'exposent à différents dangers, puis c'est pas le seul endroit en Amérique du Nord. Il y a une étude qui a été faite au Parc national de Banff et ils ont étudié pendant une trentaine d'années 70 loups munis de colliers émetteurs. Puis ce qui en est ressorti, c'est que les loups du Parc national de Banff ne survivent pas plus que les autres loups ailleurs en Alberta, parce qu'ils sortent tous du territoire protégé et lorsqu'ils sortent, ils ont 6,7 fois plus de risque de mortalité. Au niveau de la génétique, qu'est-ce qu'on a? Alors, d'abord, au Québec, il y a le loup gris qui est présent dans le nord, donc dans les forêts plus boréales et dans la toundra, qui est associé à des plus grandes proies. Un gros loup d'une centaine de livres, parfois un peu plus, le loup gris. Ensuite, il y a le loup de l'Est, qui est un plus petit loup, qui est associé plutôt aux forêts feuillues, forêts mixtes du sud du Québec et d'une portion du sud de l'Ontario. On voit là qu'il y a un polygone. Là, le loup de l'Est serait présent maintenant en très restreint, dans une zone très restreinte, alors qu'auparavant, il était beaucoup plus présent. Là, il aurait perdu au moins 50% de son habitat historique. Ensuite, il y a le loup boréal, qui serait un mélange entre le loup gris et le loup de l'Est, un peu plus gros. En fait, le loup de l'Est, la grosseur, c'est à peu près, nous, dans notre étude, c'est en moyenne à peu près 50 livres. Il y a eu 2 loups de 70 livres. Puis le loup boréal, ben, serait un peu plus gros que ça. Donc, entre le loup gris et le loup de l'Est, associé plus aux forêts boréales, aux plus grandes proies aussi. Et quoi qu'il est quand même un peu présent dans le parc également. Et autre espèce, autre groupe de canidés qu'on a au Québec, le coyote de l'Est. Le coyote de l'Est, c'est un gros coyote
qui est issu d'un croisement entre le coyote de l'Ouest, qui lui a conquis l'Est à mesure qu'on éliminait les loups des États-Unis et qu'on coupait les forêts. Ben, lui, le coyote s'est envenu, puis là, il a rencontré des petits loups en s'en venant, puis là, il s'est hybridé, puis ça a fait un coyote plus gros que le coyote d'origine, qui est présent donc toute la portion au sud du Saint-Laurent, puis qui commence à monter de plus en plus vers le nord. Il a été identifié en 2001 aux îles de la Madeleine. Alors, il est rendu là, puis plus au nord également. Et cette classification-là des groupes de canidés du Québec là, nous vient d'un document très intéressant fait par Megui, qui est paru en 2017 et qui est disponible sur Internet. Alors, la génétique des loups du parc et de la région, quand on regarde ce diagramme-là, on voit très bien qu'il y a beaucoup de mélanges. Ce qui est présent au parc et dans la région, mais le loup de l'Est est bel et bien présent. Pur, des individus purs sont pas si nombreux que ça. Le loup boréal, quelques individus hybridés avec le loup de l'Est. Coyote de l'Est, quelques individus purs, sinon sont pas mal hybridés. Et un peu de gènes de chien aussi à travers ça, parce que le loup, le coyote de l'Ouest, quand il s'est envenu, quand il a conquis l'Est de l'Amérique, il a rencontré des petits loups, il n'y avait pas de partenaire sexuel, il a rencontré aussi des chiens, donc il s'est hybridé un peu récemment avec des chiens aussi. Alors, beaucoup de mélanges, comme on peut voir. Ça, c'est fait sur 39 individus qu'on a échantillonnés, analysés, qu'on a fait analyser ces dernières années. Alors, ce que ça donne comme portrait, vu de cette façon-ci, le loup de l'Est, quand même, c'est le loup qui est le plus présent. Le loup boréal, un petit peu d'individus. Quand on parle d'individus purs, entre guillemets, c'est qu'on parle d'un individu qui a plus de 80% des gènes. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est qui fait partie d'un grand groupe en particulier. Ensuite, on a les loups hybridés. Alors, beaucoup de loups hybridés boréal, loup de l'Est. Ensuite, des coyotes de l'Est, un petit peu, seulement 10%. Puis pas mal d'hybrides aussi de loups et de coyotes. Quand même une bonne proportion, 33%. Alors, environ 60% de loups, 33% d'hybrides, coyotes et loups, et une petite portion de coyotes. Ce qui fait que le portrait des loups au parc, là, c'est quand même assez diversifié. Parfois, ça peut ressembler plus au loup boréal, plus au loup comme ça. D'autres plus souvent au loup de l'Est avec des couleurs fauves. Parfois même, ça rend l'identification, les mélanges avec le gros coyote de l'Est, ça va rendre l'identification assez complexe, parfois juste visuelle, physique. Là, même les experts disent que ça prend quasiment une analyse génétique parfois pour identifier est-ce que c'est un coyote ou un loup. Ça devient parfois difficile. Mais il faut dire que le coyote et les loups ont quand même une niche écologique à la base qui est quand même différente. Donc, face à leur proie, face aussi aux préférences de leur habitat. Les principales menaces, alors la principale menace pour nos loups dans la région, c'est l'hybridation avec le coyote. Le coyote, lui, profite des perturbations anthropiques, des modifications de l'habitat. Lui, il s'habitue beaucoup même aux humains. Il est généraliste aussi, donc toutes sortes de proies, petites proies. Et puis, colonise de plus en plus les territoires et s'hybride de plus en plus avec les loups. Quand les loups s'hybrident ensemble, ce n'est pas vraiment un problème. Dans le fond, ça peut être un facteur limitatif d'avoir deux sortes de loups, deux habitats différents, mais ce n'est pas quelque chose d'énorme et qui va nuire vraiment à l'espèce. Sauf que l'hybridation avec le coyote, ça, tranquillement, pas vite, ça va faire disparaître, diluer les gènes de loup. Alors, c'est ce que ça pourrait donner éventuellement. Une majorité d'hybrides avec un petit peu de coyote. Et ce phénomène-là va être exacerbé par une mortalité quand même élevée chez les loups. Alors, qu'est-ce que ça fait, la mortalité chez les loups? Ben, ça déstabilise les meutes.
ça change les rapports sociaux. Ça fait en sorte aussi qu'ils vont, qui ne trouvent pas de partenaires de leur espèce, vont s'hybrider beaucoup plus facilement en rencontrant des coyotes. Quelles sont les causes de mortalité? Premièrement, il y a encore une grande peur du grand méchant loup, des gens qui pensent que le loup est nuisible, très dangereux, qui n'auront pas tendance à vouloir le protéger. Donc, en apprenant qu'il y a des loups dans leur environnement, plutôt, parfois plutôt avoir tendance à vouloir l'éliminer. Alors ça nuit énormément. Autre chose, les accidents routiers. Parce que les loups se déplacent beaucoup, parce qu'ils dispersent ou parce qu'ils ont besoin d'aller rejoindre des proies. Dans notre projet de recherche, il y en a un qui est mort sur le chemin du Lac-Supérieur, pas très loin du parc. Le braconnage, la chasse et le piégeage. Le braconnage, on ne connaît pas trop l'ampleur. La chasse, avec un permis de petit gibier, c'est permis de tuer des loups. Souvent, ils vont être abattus sur un territoire. Par exemple, un chasseur de gros gibier va peut-être le trouver nuisible et l'abattre de cette façon-là. Le piégeage, c'est la cause la plus importante quand même de mortalité chez les loups. Nous, on a 5 loups dans notre projet d'étude qui sont morts de cette façon-là, puis 1 par la chasse. Bien sûr, la perte et la fragmentation de l'habitat, c'est une cause importante aussi de menace. C'est une menace pour les loups parce que les loups ont besoin de grandes forêts d'intérieur qui est quand même à une certaine distance aussi des activités humaines, surtout pendant les périodes biologiques plus sensibles. Les autres menaces, ça va être par exemple, parfois ils vont être victimes de maladies, surtout des maladies virales, le parvovirus, la maladie de Carré, entre autres, aussi des parasites comme un acarien qui cause la gale, ça va les affaiblir aussi. Parfois aussi, s'ils ont entré en contact avec plus souvent, en dehors des territoires protégés, par exemple, s'ils entrent plus souvent en contact avec des coyotes ou des chiens, qui sont, eux, des réservoirs de pathologie, que les loups n'ont pas d'immunité nécessairement pour se défendre, mais ça aussi, ça peut être dommageable. Il y a les changements climatiques aussi qui vont sûrement affecter la vie des loups. C'est peu connu jusqu'à maintenant, mais on suppose que il y aura probablement, les orignaux vont remonter vers le nord parce qu'ils tolèrent moins la chaleur. Les cerfs de Virginie vont peut-être augmenter de densité. Par contre, si les hivers deviennent moins enneigés, là, les loups vont être vraiment défavorisés par rapport à ça. Les pistes de solutions. Alors, le parc a fait un plan de protection des loups suite au projet d'étude. Ça consiste principalement à protéger les moments critiques chez les meurtres de loups qu'on a identifiés. Dans notre projet de recherche, on a identifié environ 6 tanières et une trentaine de sites de rendez-vous. Alors, dans ces lieux-là, lorsqu'ils sont actifs, on va faire des périmètres de sécurité autour. Donc, on va limiter les activités et les travaux d'entretien pendant les périodes biologiques en question, parce que ce sont des périodes où les loups sont vraiment beaucoup plus vulnérables parce qu'ils sont moins mobiles. Ensuite, le parc continue de faire l'acquisition de connaissances. On a posé des caméras pièges, des caméras trappes. On est rendu à environ 75 caméras qui ont été disposées à différents endroits stratégiques où on a vu des signes de présence. Alors ça va nous aider à mieux connaître nos meurtres. Donc, dans le prochain plan de conservation, celui qui commence cette année jusqu'en 2027, on veut apprendre plus d'ailleurs sur les meurtres. Alors, la composition des meurtres, le taux de mortalité, les causes de mortalité aussi. Le parc aussi fait beaucoup pour améliorer la perception du loup. Donc, avec différentes activités d'animation, des outils de communication, on a élaboré un plan de communication, surtout en périphérie du territoire, pour justement sensibiliser les citoyens à mieux cohabiter avec le loup, parce que comme on l'a vu, comme je l'expliquais tantôt, tous les loups sortent du territoire et c'est à ce moment-là que les menaces sont les plus grandes. Alors, on travaille là-dessus encore jusqu'en 2025.
On a fait des panneaux d'interprétation dans les sentiers les plus fréquentés dans la Naudière et dans les Laurentides pour, en fait, diminuer la peur du loup, puis aussi expliquer le rôle écologique de l'espèce dans le milieu naturel. Aussi, on a fait des panneaux pour le ZEC La Vigne et la réserve faunique Rouge-Matawin qui s'adressent un peu plus aux chasseurs, donc pour expliquer en fait que le loup ne menace pas le gibier. On a fait des belles affiches, un peu comme campagne de sensibilisation. On a un kiosque aussi qui se promène lors des événements extérieurs. On a une conférence qui s'intitule « Pourquoi les loups ?» qui s'adresse au grand public, donc qu'on va présenter pour les citoyens dans différentes municipalités en périphérie du territoire. Pour des organismes aussi, on peut le faire en ligne, on peut le faire en présentiel. Une piste de solution qui est très, très intéressante aussi, c'est les corridors écologiques. Hein. Les corridors écologiques pour que les loups puissent disperser, pour qu'ils puissent aussi se déplacer dans leur grand domaine vital. Hein. Certaines études, certains chercheurs disent que les grands prédateurs comme les loups là, nécessiteraient 50 000 km² pour bien protéger une population saine. Alors, puis, généralement, une meute de loups, là, ça va être entre 100 et 1000 km² qu'ils ont besoin pour survivre. Alors, c'est quand même immense. Et on voit des fois qu'il y a des obstacles comme ça, donc on travaille aussi sur des passages fauniques. Ça, c'est vraiment, c'est beau, c'est dans le parc national de Banff. Et on dit d'ailleurs que les loups préféreraient les passages sur les routes plutôt qu'en dessous. Mais parfois, ça peut être plus modeste, comme un projet ici qui a été fait dans la région des Laurentides, près du parc, à 20 km au sud, dans le fond. C'est avec CNC, Conservation de la Nature Canada, qui ont acquis 27 hectares de territoire autour d'un tunnel qui était existant sous la route 117. Et alors, le tunnel était déjà existant, puis il y a même le sentier du petit train du Nord qui passe là, beaucoup de personnes qui passent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aménagé les lieux pour que ce soit plus accueillant pour que les animaux puissent l'utiliser. Donc, des cachettes par des roches, des troncs d'arbres. Ils ont mis des copeaux de bois, la végétation pour que les animaux puissent les utiliser parce qu'il y a quand même des prédateurs qui se présentent là. Puis, comme c'est très utilisé par les gens aussi, ils en ont profité pour faire des panneaux d'interprétation sur le milieu naturel à cet endroit-là. Sylvie, je vais pas te couper. Est-ce que tu m'entends? Oui. Il faudrait comme essayer de conclure en peut-être 1 minute. Je ne sais pas combien de diapos il te restait, juste il y a quelques questions, puis il nous reste 5 minutes. Okay. Je vais conclure rapidement. Donc, ils ont mis des caméras aussi pour voir les faits. Donc, les corridors écologiques, il y a plein d'initiatives au Québec qui travaillent là-dessus. Dans la région du parc, il y a l'éco-corridor Laurentien, il y a des écosystèmes, la fiducie des écosystèmes dans la Naudière, puis il y a les réseaux de milieux naturels protégés d'ailleurs qui encouragent et englobent tous ces organismes fort importants pour la conservation volontaire, puis la connexion aussi entre les milieux naturels. Ça, c'est un exemple que Éco-Corridor Laurentien ont fait une modélisation, dans le fond, essayer de réunir le Parc national du Mont-Tremblant et Oka. Donc, ils ont identifié des corridors potentiels, puis des noyaux de conservation à haut potentiel écologique. Alors, pour conclure, disons que les loups jouent un rôle unique en étant à la tête de la pyramide alimentaire. Ceux-ci ont un impact positif sur les autres niveaux trophiques en régulant les grands herbivores. Sa présence dans l'écosystème contribue à multiplier la diversité végétale et animale. Puis on sait que plus la diversité est grande, plus le milieu naturel sera résilient aux perturbations anthropiques. Sa présence ne menace pas le gibier des chasseurs, ne nous empêche pas non plus de faire de belles activités dans le milieu naturel. Puis au parc, on continue les études pour mieux les connaître et puis notre programme d'éducation, de sensibilisation également pour défaire les mythes qui subsistent encore envers ce grand prédateur. Puis, sa protection ne dépend pas seulement du parc, hein, on a besoin de la participation de tous. Puis, la première différence qu'on peut faire, c'est individuellement changer notre perception pour avoir une vision plus positive du grand méchant loup. Et vous pouvez aussi faire vos connaissances puis les diffuser autour de vous. Vous pouvez vous impliquer aussi dans les organismes qui œuvrent à conserver des milieux naturels et la connectivité, les connecter entre eux également.
Puis les efforts de conservation qu'on fait pour ce grand prédateur, bien, ont l'avantage de profiter à l'ensemble de la biodiversité parce que, comme leur territoire se retrouve sur des centaines de kilomètres carrés, bien, ça englobe aussi plusieurs autres espèces qui ont un plus petit domaine vital. Alors voilà, c'est puis, je voulais juste aussi vous inviter à vous abonner au site Facebook du parc. On a commencé à créer des capsules vraiment intéressantes. Il va y en avoir une douzaine sur le loup, des belles capsules animées d'une durée de 2-3 minutes aux 2 semaines. On est rendu, on va publier la 5e cette semaine. Normalement, ça sort autour du mercredi ou jeudi. Et puis, je vous invite aussi à aller consulter le site qu'on a créé l'année passée sur les loups de la région et du parc, puis avec une bibliographie très complète sur plein de documents. J'ai parlé du plan de conservation, plan de communication, rapport de recherche sur l'étude sur les loups. Tout ça, c'est disponible en ligne et vous pouvez les consulter. Voilà, ça termine ce que j'avais à vous dire. C'est bien résumé, mais il y a beaucoup à dire encore, beaucoup à apprendre encore. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sylvie. On va tout de suite passer aux questions. On va essayer d'en passer le plus possible avec les 2-3 minutes qui nous restent. On avait une première question, c'est est-ce que ce serait possible de redonner le nom du chercheur qui a étudié les loups? Je pense que tu l'avais mentionné au début, un chercheur des États-Unis. Oui, c'est David Meech, M-E-C-H. David Meech, M-E-C-H. Parfait. Oui, ça se prononce Meech, M-E-E, mais c'est M-E-C-H. Ouais. Sinon, Alexandre Vigé demande est-ce que l'activité futile et rétrograde que représente le trappage devrait être interdit dans la région, selon toi? Selon moi, j'ai le chapeau de mon employeur, du gouvernement. Ça peut être difficile de me prononcer là-dessus. Mais les jugements futiles et rétrogrades, disons que ce n'est pas tout le monde qui partage ce jugement-là. Il y a des personnes qui trouvent ça, qui ont beaucoup d'intérêt pour le trappage, qui trouvent ça important. Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. C'est sûr et certain que sans l'interdire complètement, peut-être qu'il y aurait des modalités, peut-être la saison, sur la longueur de la saison, peut-être on pourrait mettre des quotas, peut-être on pourrait améliorer les techniques de trappage, peut-être pour attraper moins d'animaux de la meute, etc. Donc ça reste à étudier. Puis oui, ça vaudrait la peine de se pencher là-dessus sur ça. Oui. Parfait. Sinon, qu'est-ce qui différencie le loup du coyote comme espèce animale? Le loup du coyote, ben, le coyote, c'est surtout physiquement, disons, là, c'est beaucoup la tête qui nous indique ça, la grosseur du crâne. Puis le coyote, son crâne est plus étroit, son museau est plus pointu, ses oreilles aussi plus grandes, plus pointues. Généralement, les pattes aussi sont presque la moitié de la grosseur d'une patte de loup. Ensuite, quand ils sont mélangés, c'est ça, l'identification physique peut être plus difficile à faire. Ensuite, il y a la niche écologique aussi. Le coyote va plus chasser des petits animaux, puis il va être vraiment plus généraliste. Le coyote aussi, depuis longtemps maintenant qu'il a conquis, en 100 ans, là, il a conquis presque toute l'Amérique. Alors lui, il s'habitue à toutes sortes de conditions de son environnement. Beaucoup aussi, il s'habitue beaucoup aux humains, à vivre près des humains, alors que le loup, non, a quand même gardé son comportement généralement fuyant, comportement de fuite par rapport aux humains. Alors, c'est là aussi que le danger, là, quand les gens ont très, très peur des loups, c'est complètement illogique parce que les loups fuient rapidement les humains et même longtemps avant que vous puissiez même le voir ou l'entendre. Ils vont avoir fui. Donc, c'est une question de comportement, de niche écologique, un peu physiquement aussi. C'est sûr que les coyotes dans notre région, ça, sont quand même assez gros. Ils ressemblent un peu à nos petits loups. Effectivement, mais il y a quand même certaines différences qui est là. Ouais. Parfait. On a un peu empiété sur l'autre question, mais c'est parfait. La deuxième question, c'est quoi la meilleure réaction à avoir si on croise une meute de loups? Donc, de ce que je comprends, ça arrive vraiment rarement, cette situation-là. Très, très rarement, très rarement. Je ne dis pas que c'est impossible, mais moi, ça dépend des situations. Une meute de loups, ben, normalement, ça va être quand même un peu éloigné de vous. La meute, ça me surprendrait beaucoup qu'elle s'approche.
si ça arrive, c'est exceptionnel, mais sinon, c'est arrivé, il y a des personnes qui ont vu une meute de loups sur un lac, par exemple, l'hiver, c'est pas rare, des fois qu'ils vont poursuivre des proies, puis les lacs, c'est des bonnes places. Alors, vous restez calme. Moi, je dis, si vous voyez un loup, normalement, ça va être à une certaine distance. Alors, profitez-en, arrêtez-vous. Si le loup s'est arrêté, c'est sûrement par curiosité. Vous vous identifiez. Il va dire, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Par curiosité. Puis après ça, il va fuir. J'ai communiqué avec un monsieur qui avait sur un lac gelé, il avait mis des trous pour la pêche. Ça, puis il est allé relever ses lignes de pêche le matin. Puis il dit, j'ai vu une meute de loups au loin sur le lac. Donc là, il dit, je me suis arrêtée, puis il dit, j'ai regardé, puis là, à un moment donné, la meute est partie, puis il dit, il y a un loup qui s'est approché de moi. Il s'est approché vraiment, il n'était pas tellement loin. Il dit, moi, je suis restée calme, je l'ai observé. Puis là, le loup s'est assis. Il m'a regardé, puis après ça, il est parti. J'ai dit, ben c'est parfait, tu sais, c'est ça. Dans le fond, il y a des loups qui sont plus curieux, il y en a d'autres qui sont plus craintifs, mais généralement, c'est ça qui va arriver. Ils vont partir assez rapidement. Puis la personne en question, elle lui a pas donné de poisson, ou peut-être que le loup avait été attiré par l'odeur. C'est vraiment la dernière chose à faire, parce que là, vraiment, le loup va s'habituer, va avoir une récompense. Il va associer humain plus récompense, et ça peut être très, très néfaste. Parce que là où ça peut commencer à être dangereux avec l'animal, c'est quand il s'habitue aux humains, il perd sa crainte naturelle. Là, les risques de confrontation ou de blessure augmentent. Alors, il faut vraiment tout faire pour garder ces animaux-là, justement, leur comportement naturel qui est de garder des distances. Parfait. Il reste deux petites questions. Donc, quand on parle du loup gris, du loup de l'Est et du loup boréal, est-ce qu'on parle d'espèces distinctes ou de sous-espèces? Alors, ça reste encore une problématique qui n'est pas vraiment résolue. On parle de grands groupes génétiques aujourd'hui parce qu'il reste des choses à vérifier au niveau de la taxinomie, dépendamment des fois des laboratoires de recherche, de leurs échantillonnages, etc. Donc, actuellement, on parle de grands groupes génétiques. Puis, je vous invite à lire vraiment le document de Maggie en 2017 sur les grands groupes génétiques du Québec. C'est très clair et vous allez bien comprendre ce qu'il en ressort actuellement là-dessus. Excellent. Sinon, dernière question. OK, finalement deux questions. Donc, quelle est la réglementation relative à l'utilisation d'enregistrements et d'autres moyens sonores pour attirer les loups? La réglementation, c'est interdit dans les parcs nationaux. À moins que ce soit dans un but scientifique, là, pour faire, par exemple, si on voulait faire l'évaluation des meutes dans un secteur ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas une activité. Enregistrement sonore, vous voulez dire pour les attirer ou quelque chose comme ça? Ou? Pour attirer les loups. Oui, c'est ça. Non, c'est pas permis. C'est pas permis. Ça peut comporter un certain danger. Par exemple, en les attirant près de vous, admettons que vous êtes en camping ou vous êtes éloigné dans le milieu sauvage. Sinon, ça peut aussi déranger les meutes. Il y a une étude qui a été faite puis qui démontrait, par exemple, qu'il y avait eu des appels aux loups qui avaient été faits. Une meute n'avait pas réagi tellement sur le coup, mais le lendemain, il avait passé plus de temps près des louveteaux, à surveiller les louveteaux. Donc, moins de temps à la chasse. Ça démontre probablement une inquiétude plus grande qui avait été induite par des appels là, comme ça qui laissaient à penser qu'il y avait une meute qui voulait s'approcher, quelque chose comme ça. Donc, non, c'est proscrit, c'est interdit non, dans les parcs nationaux. Puis, sinon, une vraie dernière question. Est-ce qu'on observe une tendance au conditionnement à la nourriture humaine disponible autour des campings, des sites de pique-nique et des conteneurs à déchets? Est-ce qu'on dénote une tendance? Au conditionnement. J'ai pas bien compris. Oui. Est-ce qu'on dénote une tendance au conditionnement, OK, des loups? À la nourriture humaine, oui. À la nourriture humaine, ça semble être plus rare. Dans le parc, on a déjà eu des cas de loups familiers. Et ce qui en est ressorti, en fait, c'était des loups qui avaient été plus attirés, qui s'étaient habitués aux humains parce que leur proie se trouvait dans les aires d'activité des humains.
donc près des campings, près des aires de pique-nique. Il y avait des proies qui avaient été peut-être nourris comme des cerfs de Virginie, comme des ratons laveurs, et tout ça. Puis ça avait attiré des loups. Ça les avait conditionnés justement à s'habituer aux humains. Donc, oui, ça se peut. Est-ce qu'il y a une tendance? Je ne serais pas prête à dire ça. Mais ce qui peut arriver, c'est surtout, moi, je dirais, c'est le fait que peut-être que si les humains habitent de plus en plus le milieu naturel, donc on coupe les forêts, on fait des chemins, là, on fait des zones où est-ce qu'on peut, que les animaux peuvent plus accéder. Les cerfs de Virginie aussi, s'ils sont plus attirés vers les habitations, vers les humains, peut-être parce qu'ils sont nourris, peut-être parce qu'ils trouvent la nourriture dans les jardins, peu importe. Là, à ce moment-là, peut-être qu'on va attirer plus de prédateurs aussi près des humains. Fait que ça reste à voir. C'est pas impossible, en fait, que ça vienne, qu'on observe ça. Il ne faut pas oublier aussi que les populations de loups, c'est cyclique aussi, là, hein? Ça va voir un peu avec les populations de proies. Des fois, une forte densité, on va avoir une bonne densité de loups. Après ça, ça peut varier, pas d'année en année, mais ça peut peut-être se voir des fois sur une période de 10 ans. Mais c'est des observations qu'il faut faire un petit peu à long terme quand même. Ouais. Parfait. Ben, ça conclut les questions. Merci vraiment, Sylvie, de ton temps et pour la présentation. Je pense que même s'il n'y avait pas la webcam au final, il y avait tellement plein de photos dans ton PowerPoint. Tout Oui. est super bien aussi. Fait que je pense que ça n'a pas trop été un frein, donc merci. Et puis, juste pour informer les participants, on a enregistré la présentation, elle va être disponible sur YouTube. Vous allez recevoir un lien par courriel. Puis sinon, notre prochain midi conservation, c'est le 20 février prochain. Et il s'intitule Les montagnes vertes du Nord vers un aménagement du territoire pour la protection et le rétablissement des espèces en péril. Donc, ne manquez pas notre prochain rendez-vous. Et encore une fois, merci beaucoup, Sylvie, pour ton temps. Merci, je vous remercie beaucoup aussi de m'avoir invité. Bonne journée! Bonne journée à tout le monde.